Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous présente ce qui selon moi est important à regarder lorsque vous allez devoir choisir votre nouveau boîtier. Déjà pour choisir un nouveau boîtier, vous allez déjà avoir besoin de définir vos besoins. Vous allez devoir définir ce que vous allez faire avec ce boîtier. Si dans votre pratique, vous êtes plus un photographe animalier, vous n'aurez pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est plus photographe de mariage. Donc, ça veut dire que vous allez devoir mettre sur papier au clair tout ce que vous comptez faire. J'imagine que si vous êtes débutant, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, ce que vous aimez. Donc, à ce moment-là, c'est encore autre chose pour pouvoir choisir un nouveau boîtier. Moi, je conseille aux débutants de se mettre avec ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire leur smartphone. Ça va leur permettre de savoir à peu près ce qu'ils aiment ou pas avant d'investir dans un boîtier. Ça serait ballot d'investir dans un boîtier et de voir qu'il ne te convient pas et que tu dois en changer par la suite. Est-ce que vous avez besoin d'un boîtier évolutif ou pas? Ça, c'est des choses que vous allez devoir définir en premier lieu avant d'investir dans votre boîtier. S'il vous plaît, faites-le. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vient par-dessus tout. C'est est-ce que ce boîtier, je pourrais l'utiliser par la suite, même si j'en change pour un plus performant, comme caméra B par exemple. Donc, franchement, ne négligez pas cette étape. Vous devez définir vos besoins. Et du coup, sans transition, on va passer sur le point suivant qui est le budget. Déjà, quel budget êtes-vous prêt à mettre sur ce nouveau boîtier? Sans oublier qu'il faut mettre l'argent sur les accessoires aussi. Ce n'est pas tout d'acheter le boîtier. Si vous n'avez aucun accessoire tel que la carte mémoire, le trépied, les filtres, vous allez avoir un boîtier qui ne vous servira pas à grand chose. Ce qui revient au point précédent, définir vos besoins. Car en fonction de vos besoins, vous allez devoir acheter tel ou tel type d'accessoires. Vous allez sûrement vous diriger soit vers un hybride, un réflexe ou un compact. Les réflexes ont plus tendance à disparaître car les hybrides et les compacts ont tellement évolué que maintenant je ne vois pas trop l'intérêt d'investir dans un réflexe. Car ils sont encombrants et ils sont souvent pas plus performants que les hybrides. Donc ils ont plus tendance à maintenant mourir. Comme lui parce qu'il est très encombrant. Vous voyez son épaisseur à côté d'un ZV-E10 qui doit faire quoi? Ça, il est beaucoup moins performant. Du type de boîtier va en découler le format du capteur, car sur les compacts, il va être très difficile de mettre un capteur plein format. Donc souvent, ce seront des capteurs de 1 pouce, comme le ZV-1, qui est un compact. Est-ce que vous avez besoin par la suite aussi d'intervertir des objectifs? Sinon, quelle longueur focale vous allez devoir utiliser? Car tous les compacts, bien qu'ils ont un objectif intégré non interchangeable, ils ne possèdent pas tous la même focale et la même ouverture. Donc, très important encore, sachez ce que vous avez besoin de faire pour choisir votre appareil. Car le compact là, si tu n'as pas pris le bon, là c'est le changer. Tu peux rien faire d'autre avec. De tous ces critères viennent aussi la sortie audio. Est-ce que vous avez besoin d'une sortie audio pour pouvoir écouter au casque le retour du micro? Est-ce que vous avez besoin d'un écran retournable ou d'un capteur stabilisé? Donc n'hésitez surtout pas à réfléchir là-dessus car ça va surtout dépendre de votre budget. Vous avez déjà un écran retournable, capteur stabilisé, sortie audio. Ça fait monter la facture. On va passer sur un autre sujet qui est la plage dynamique. La plage dynamique est la capacité de votre appareil à avoir des infos dans des basses et hautes lumières. Quand on perd des informations en haute lumière, on dit que l'image est cramée. Et quand on la perd en basse lumière, on dit qu'elle est bouchée. Donc, plus votre appareil aura une plage dynamique étendue, plus elle sera capable de garder des informations dans les hautes et basses lumières. L'unité de mesure est en stop. De mémoire, un A6400 possède 13,7 stops environ. Et la 7.3, 14,7 stops. C'est-à-dire que la 7.3 aura des images moins cramées et moins bouchées que le A6400. Quand on voit spécialement la taille du capteur du GH5, qui est un format micro 4 tiers, c'est-à-dire 2 fois plus petit qu'un plein format, il arrive à la valeur très noble de 13 stops. Alors que
que l'A6400, qui est un capteur un petit peu plus grand, n'a que 13,7 stops. Si vous travaillez surtout la nuit, préférez un appareil qui aura une plus grande plage dynamique. Cette plage dynamique aussi va vous permettre de faire la lumière sur, par exemple, un visage qui se trouve à l'ombre et de ne pas trop perdre d'informations sur l'arrière-plan qui, lui, sera en plein soleil, par exemple. Cette information n'est pas super facile à trouver sur Internet, mais sur certains forums, on peut la trouver et même quelquefois sur les sites constructeurs, bien que Sony n'écrit pas toujours ces appareils, mais sur les autres, c'est facilement trouvable. Allez, on se retrouve au suivant. Un autofocus performant. Si vous préférez travailler en focus manuel, vous vous en foutez, mais la plupart d'entre vous, si vous débutez, vous allez souvent faire confiance à l'autofocus. Je ne parlerai pas de Panasonic qui a eu pas mal de galères avec son autofocus sur ses boîtiers, mais qui a réussi à leur donner un coup de boost avec une petite mise à jour firmware. Ça, c'est très bien. Sony devrait prendre exemple sur eux parce que moi, personnellement, je trouve que Sony ne suit pas assez leur boîtier au niveau des firmware. Demandez-vous si vous avez besoin d'un autofocus rapide, précis, avec peu de pompage. Pour cela, je ne peux que vous recommander d'aller regarder des vidéos YouTube, par exemple, de personnes qui ont déjà testé le boîtier que vous convoitez, ou alors aller l'essayer dans un magasin dédié, chose qu'on n'a pas à la Martinique, alors ça serait un tout petit peu compliqué. Si vous avez besoin aussi du focus sur les yeux, des animaux, des humains, des oiseaux, car comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, la note ne fait qu'augmenter avec les options supplémentaires. Donc, soit vous débutez, vous faites des concessions, soit vous êtes déjà professionnel, engagé, et vous savez déjà ce que vous n'avez même pas besoin de voir cette vidéo, vous connaissez déjà. La sensibilité ISO. Donc, parallèlement à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la taille du capteur, vous allez avoir besoin, je pense, surtout si vous faites beaucoup de vidéos de nuit, d'une bonne montée en ISO. Et ça, en général, plus le capteur est grand, plus la montée en ISO sera correcte. Par exemple, le GH5, à partir de 800 ISO, il va commencer à bruiter. Le bruit, c'est quoi? C'est un grain numérique qui apparaît sur l'image une fois qu'on passe une certaine sensibilité. Plus on va monter les ISO et plus on aura du grain à l'image. Pour pouvoir faire des photos et filmer de nuit, vous allez absolument avoir besoin d'une bonne montée en ISO. Donc, si vous voulez surtout avoir un rendu cinématique de nuit sur des choses que vous allez filmer, préférez le plus grand capteur possible. Je vous conseille même un plein format, bien sûr en fonction de votre budget, mais le plein format aura une meilleure montée en ISO que tous les autres capteurs plus petits. Bien sûr, il n'y aura pas que ça qui va compter pour pouvoir voir dans le noir. Vous allez devoir choisir des objectifs qui ouvront grand. Comme ça, vous pourrez baisser la valeur en ISO le plus bas possible pour pouvoir avoir un meilleur rendu au niveau de la qualité de votre image, la qualité générale. Et si votre boîtier commence à bruiter à 800 ISO comme le GH5, vous n'allez pas avoir de bonnes performances en basse luminosité. Si vous faites de la photo, vous allez sûrement devoir choisir un appareil avec le plus de résolution possible. Bien que ce soit pour moi un élément marketing, car il y a des capteurs de 24 mégapixels qui font de très bonnes photos. Et ce n'est pas parce que tu as un 24 mégapixels au lieu d'un 50 ou d'un 45 mégapixels que vous allez faire de moins bonnes photos. Ça va juste vous permettre de recadrer plus facilement vos photos pour pouvoir agencer votre composition. Donc, plus vous avez de pixels, plus il vous sera facile de faire un recadrage dans votre image. Alors, vous allez choisir le boîtier qui correspond à vos envies dans la vidéo. Pour ceux qui font de la vidéo, par exemple sur le codec, soit du H264 ou du H265, de la fréquence d'image 50, 25, 50 ou 100 images secondes, qu'on appelle aussi le framerate, du débit de données, qu'on appelle aussi le bitrate, qui peut varier de 16 à 100 images secondes, voire 140 pour certains boîtiers. Du sous-échantillonnage, c'est-à-dire est-ce que vous filmez en 4.2.0 8 bits, 4.2.2 8 bits ou 10 bits, en sachant que, bon, au niveau du 4.2.0 8 bits et 4.2.2 8 bits, perso, j'ai essayé et je ne vois pas trop de différence, à part dans quelques
situations bien précises où vous allez voir par exemple des chemises à carreaux hachurées d'une certaine manière ou encore des toitures en tuiles. Vous allez voir quelques formes bizarres au niveau des grillages aussi. Mais le plus important, c'est est-ce que vous choisissez du 8 ou du 10 bits, car vous allez passer de 16 millions de couleurs à plus de 1 milliard de couleurs. Si vous voulez que je vous donne en vidéo une explication sur le sous-échantillonnage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sans oublier bien sûr le format d'enregistrement si vous voulez filmer en Ultra HD ou en Full HD. Bien sûr, on va plus maintenant le standard tend vers l'Ultra HD. Donc vous allez forcément choisir un boîtier qui filme en Ultra HD. Bien sûr, on n'est pas en 2013 quand même. N'hésitez pas à me demander mon avis sur le boîtier que vous aimeriez avoir, bien sûr, en expliquant vos besoins. Comme ça, j'aurai beaucoup plus d'informations pour vous aider dans vos choix de boîtier. Car beaucoup d'entre vous ont des concessions à faire, que ce soit sur l'encombrement, sur le niveau de la durée d'enregistrement. Ah, par contre, je n'ai pas parlé de ça et ça serait très bien d'en parler pour choisir un boîtier. Par exemple, un boîtier qui surchauffe au bout de 15 minutes en Ultra HD, fuyez, car si vous faites de la vidéo, vous allez devoir attendre peut-être 10 minutes pour filmer 15 minutes. N'hésitez pas à aller voir des reviews de youtubeurs, surtout si vous avez des doutes. N'hésitez pas à poser des questions à des professionnels qui pourront vous aiguiller sur quel boîtier vous auriez pu avoir en fonction de vos besoins. Donc surtout n'hésitez pas à me le demander en commentaire aussi, je serai ravi de vous répondre. Surtout ne me dites pas juste j'aimerais avoir un Canon M50, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aurais aimé savoir ce que vous comptez faire et quel boîtier vous avez choisi, histoire que je puisse vous aiguiller du mieux que je peux pour pouvoir vous permettre de débuter dans la vidéo ou dans la photo. Donc c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.